Bonjour. Ce chapitre s'intéresse à la variabilité du mouvement et interroge son importance dans l'analyse de nos mouvements quotidiens et des gestes sportifs. Deux sources de variation peuvent être distinguées, illustrées ici à travers l'évolution de performance issue d'une tâche de temps de réaction, performance exprimée en millisecondes, en fonction de l'âge des participants, chaque point représentant la performance moyenne d'un individu. On relève une différence de performance entre les deux groupes d'âges différents, déclinant une variabilité entre les deux groupes, mais aussi une variabilité entre les personnes issues d'un même groupe, puisque tous les sujets âgés de 20 ans, par exemple, n'ont pas exactement la même performance, ce qu'on appelle la variabilité inter-individuelle. De même, lorsqu'un sujet réalise plusieurs essais, à partir desquels une performance moyenne peut être calculée, on s'aperçoit qu'il existe une variabilité de performance entre ces différents essais, variabilité intra-individuelle qui peut être différente entre les participants, puisque nous savons, par exemple, que cette variabilité intra-individuelle est, en moyenne, plus importante chez les personnes âgées que celle relevée chez de jeunes adultes. Mais que signifient ces fluctuations systématiquement observées dans les performances, en particulier les performances motrices? Ces fluctuations constituent-elles des erreurs ou ont-elles une importance fonctionnelle explicative de l'expertise sportive? Jouent-elles un rôle sur notre devenir? Par exemple, il a été montré chez des personnes âgées de 64 à 92 ans que leur niveau initial de variabilité intra-individuelle élevé des temps de réaction était particulièrement associé aux premiers symptômes d'Alzheimer observés lors des 5 années qui ont suivi cette mesure initiale. Parmi les questions essentielles à la complexité motrice, cette notion de variabilité motrice vient du fait que même les gestes les plus simples ne sont jamais effectués deux fois exactement à l'identique. Par exemple, lorsque nous marchons, la durée d'une foulée varie d'une foulée à la suivante, avec un écart plus ou moins important par rapport à la durée moyenne, ici matérialisée par la ligne horizontale bleue. Cette variabilité motrice s'explique également par la redondance du système neuromoteur qui traduit l'idée qu'un même résultat peut être obtenu par plusieurs coordinations musculaires différentes. Par exemple, nous savons que la variabilité de la marche est beaucoup plus importante chez des personnes âgées chuteuses versus non chuteuses et que ces niveaux de variabilité sont prédictifs d'un risque accru de chute et de démence chez ces personnes âgées. Dès lors, nous pourrions penser que nous avons tout intérêt à essayer de réduire cette variabilité intra-individuelle, d'être le plus régulier possible, avec l'idée qu'une forte variabilité des réponses motrices observées chez des populations malades devrait s'interpréter comme le produit négatif de leur pathologie et la conséquence d'une diminution de la stabilité du système. Il semble que les choses ne soient pas aussi simples. L'organisation d'un mouvement dit complexe résulte de l'agencement dynamique subtil des éléments du système neuromusculaire du cortex aux muscles engagés dans l'action. En effet, ce dernier est caractérisé par une multiplicité des composants, muscles, articulations, associés par de nombreux liens biomécaniques et sensoriels qui transmettent au cours du mouvement de multiples signaux au système nerveux central. Bien que divers, ces composants moteurs et perceptifs, qui déterminent les degrés de liberté du système moteur, sont contraints de s'assembler selon un ordre précis, c'est-à-dire de se coordonner, afin de produire un mouvement flexible et efficace. Selon les conditions, on peut préférer certaines solutions, alors que d'autres ne seront pas toujours disponibles. Du coup, nous pourrions penser qu'en réduisant le nombre de degrés de liberté à contrôler, c'est-à-dire la complexité du système, nous pourrions réduire la variabilité motrice associée et se protéger de tout risque de blessure ou de développement de pathologie. En fait, il semble qu'il puisse en être tout autre. De nombreux travaux, interrogeant la variabilité motrice non plus comme une suite d'erreurs aléatoires mais comme étant fonctionnelle et significative, possédant des propriétés structurelles modélisables, défendent l'idée, preuve à l'appui, que des performances moins complexes, plus régulières, moins variables, seraient source de fragilité de nos capacités d'adaptabilité à notre environnement parfois hostile.
Dit autrement, un niveau minimal de variabilité motrice serait nécessaire et significatif du maintien de nos capacités d'adaptabilité et de flexibilité, essentiel pour répondre à toute perturbation potentielle. Cette variabilité motrice serait utile, fonctionnelle, protectrice face au risque de blessure ou de développement de pathologie. Comme rapidement évoqué en introduction, une variabilité entre les individus aux mêmes caractéristiques est souvent observée, pouvant traduire l'idée qu'un même résultat peut être obtenu par plusieurs coordinations musculaires différentes. Par exemple, il a été montré par Hughes et collaborateurs en 2008 que des cyclistes sur piste, entraînés, utilisent des patrons de coordination musculaire différents, capturés par de fortes variations entre ces cyclistes experts de l'activité musculaire du tibialis antérieur, la ligne pointillée en gris ici matérialise ces différences, pour arriver, pour autant, au même patron d'application des forces sur les pédales, ici à gauche. Les solutions motrices possibles pour parvenir à un même résultat sont nombreuses et toujours plus importantes que les solutions utilisées. Dans cette logique, stabiliser une performance grâce à la pratique et l'apprentissage n'implique pas nécessairement que le mouvement de coordination soit identique et stable chaque fois qu'il est mis en jeu. L'apparente facilité avec laquelle les êtres humains réalisent un vaste répertoire de mouvements cache en réalité une grande complexité des processus impliqués. Aussi, nous pouvons nous interroger si chacun d'entre nous ne dispose pas de stratégie unique de coordination musculaire. Actuellement, plusieurs recherches menées au sein du laboratoire Motricité Interaction Performance, piloté par le professeur François Hughes, visent à démontrer l'existence de ces signatures individuelles des coordinations musculaires et leurs conséquences sur le développement de certains troubles musculo-squelettiques. En utilisant l'électromyographie, certains travaux rapportent une variabilité importante des stratégies d'activation musculaire entre les individus. Par exemple, la figure présente les différences individuelles des activités musculaires enregistrées sur 6 muscles pendant une tâche sous-maximale de pédalage, à savoir 3 muscles de la cuisse, RF rectus femoris, VL vastus lateralis, VM vastus medialis, et 3 muscles du mollet, GM gastrocnemius medialis, GL gastrocnemius lateralis, sol soleus. Nous constatons de grandes différences entre les participants, donnant du crédit à l'hypothèse d'une signature unique du mouvement. Aujourd'hui, en plus de comprendre l'origine des signatures individuelles du mouvement, il est nécessaire de vérifier que ces stratégies, différentes d'un individu à l'autre, persistent dans le temps. De même, il est important de vérifier que ces stratégies de coordination musculaire sont robustes et réinvesties au cours de tâches différentes, et ce, chez un nombre important de participants. Enfin, nous essayons aussi de comprendre si certaines stratégies ou signatures individuelles sont plus à même de mener au développement de troubles musculo-squelettiques. Il est en effet probable que chaque stratégie de coordination musculaire induise des contraintes mécaniques spécifiques sur les structures non musculaires comme les tendons et les articulations. Cette relation entre signature musculaire et troubles musculo-squelettiques, par exemple la tendinopathie d'Achille ou encore le syndrome rotulien, reste à démontrer.